Alors, 19 septembre 2002, 19 septembre 2025. Soro Guillaume, le mal-aimé, pourtant, c'est par lui que tout est arrivé. Le basculement, c'est par lui que tout est arrivé. Aujourd'hui, quand vous assistez au débat en Côte d'Ivoire, quand vous écoutez la maladresse, j'ai beaucoup aimé l'ancien préfet d'Abidjan, M. Vincent Tobi Irie, il dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de débat véritable. Et la jeune femme Adjoukuru là, qui fait je crois le show talk ou le talk show là, la jeune dame Adjoukuru là, avec Daouda Tortue, Crapaud Ninja ou Tortue Ninja, avec les Élysées là. Et la dame, elle s'est sentie un peu vexée. Et à M. Tobi de dire, en Côte d'Ivoire, ce sont des débats événementiels. On ne fait pas de débats sérieux, mais seulement des débats politiques événementiels, comme Keïta l'a dit hier, des débats politiques et politiciens. Et d'un pays qui a connu autant de crises, est-ce que les élections constituent une malédiction pour la Côte d'Ivoire? On nous dit, c'est par les urnes qu'il faut arriver au pouvoir. Mais Ouattara n'est pas arrivé au pouvoir par les urnes. Non. Si vous regardez la suite logique, ce qu'on appelle le syllogisme en philosophie, quand vous regardez la suite logique de ce syllogisme-là, l'accession de Ouattara au pouvoir, non, non, tu fais quoi là? On ne presse pas n'importe comment. Regarde le bout d'abord, si ça correspond. Et puis tu regardes le bout, l'entrée. Tu regardes là où c'est plat, c'est là que tu mets. Mais là-bas, commence par le bout, au début là-bas, le premier trou, le premier petit trou, au bout là-bas. Donne-moi une seconde. Faut pas tirer, tu as tout ça devant toi. Laisse, voilà les trucs là devant toi, tu prends un dedans. Alors, si tu peux pas, tu laisses. Ça, il y a suffisant, c'est 75, laisse. C'est suffisamment chargé, 75, c'est bon. Alors, Monsieur Vincent, il dit que ce sont des débats événementiels, c'est-à-dire que c'est lorsqu'il y a un événement qu'on voit les débats. Est-ce qu'il a tort? Il a effectivement raison. Merci infiniment à vous. Alors, retraçons l'histoire. C'est important pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui. Si vous ne comprenez pas pourquoi il y a eu le 19 septembre 2002, si nous ne tirons pas la leçon de cette rébellion qui a fait tant de mal, les plaies n'ont pas été pensées et tout le monde est conscient. Les plaies sont encore ouvertes. Vous n'avez qu'à aller dans le pays profond. Vous n'en avez même pas besoin. Vous n'avez qu'à rester à Abidjan. Même ceux que vous voyez dans de belles voitures garées au plateau à aller dans les bureaux, c'est une image qui trompe. Ce n'est pas la réalité. Même ceux qui sont en costume, qui descendent de leur voiture climatisée, qui vont dans les bureaux, ils connaissent la réalité. Mais ce n'est pas tout le monde qui décide de parler. Tout le monde n'a pas le verbe facile. Tout le monde n'a pas cette capacité, cette force à se présenter devant une caméra et parler pour que le monde le voie. Beaucoup préfèrent se taire et disent, ceux qui font le combat, si ça réussit, nous on sera aussi dans le lot. Beaucoup préfèrent se taire et ne pas parler. Beaucoup aussi. Et ça, on l'a compris avec Soro Guillaume, on l'a compris avec le président Bédié, le président Gbagbo Laurent. Beaucoup reçoivent des menaces. Si on vous voit
vous perdez votre emploi. Plusieurs Ballet est l'exemple le plus épatant. On renvoie des gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes opinions politiques que vous. Et si vous ne cherchez pas à comprendre le pourquoi de ce que Gbagbo veut, de ce que Cheikh Tidiane Thiam veut, de ce que Afin Guessa veut, de ce que Soro Guillaume veut, c'est que vous allez tous accompagner Alassane Ouattara à continuer de surendetter la Côte d'Ivoire, qui ne pourra plus payer ses dettes, mais seulement payer les intérêts. Et aujourd'hui, comme la plupart des pays superbement endettés, à commencer par les États-Unis, on ne paye que les intérêts, autant pour moi. Les États-Unis ne payent que les intérêts depuis plus de 50, 60, 70 ans. Sinon plus que ça même, ça vaut 100 ans. La dette continue de monter, c'est les intérêts qu'ils payent. Mais les Américains, c'est beaucoup compréhensible. Pourquoi? Parce que nous, autres pays, qui ne sont même pas puissance économique, puissance militaire, puissance scientifique, puissance académique, nous, on n'est même pas, on n'est rien de tout ça. Nous participons aussi à payer la dette américaine. J'ai payé la dette américaine quand j'étais aux États-Unis, avant d'aller aux États-Unis, et de mon retour aux États-Unis, je continue de payer la dette américaine. Parce que chaque fois quand il y a une transaction, et que la transaction doit se faire en dollars, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Je rentre là, j'ai ce qu'on appelle un convertisseur que tout le monde connaît, voilà. Et ça, les Américains savent qu'on a besoin de ça. Ok, j'ai vu, ça fait combien? Ok, 1 million de francs CFA, ça fait combien de dollars? Donc, le million, je paye doublement. Comment? Je paye un avec la France qui sert de quoi? De stabilisateur, de garantie. Donc, la France me dit, elle stabilise la monnaie que j'utilise, le franc CFA, elle garantit cette monnaie, et cette monnaie est synchronisée, rimée avec l'éco. Et la France a son pourcentage là-dessus. Donc, je finance l'économie française, je paye la dette française, et en même temps, le dollar que j'achète contribue à payer la dette américaine. Ceux qui m'envoient l'argent, que ce soit en Europe, au Canada, aux États-Unis, ça c'est encore mieux. Là, il n'y a pas grand-chose, c'est le dollar qu'on m'envoie. Mais si c'est le Canada, c'est le dollar canadien. En Australie, c'est le dollar australien. Moi, mes produits vont partout dans le monde, même en Chine, en Russie, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, ça va un peu partout. Donc, les gens font leur conversion et puis m'envoient en francs CFA. Ils ont déjà fini de tout payer. Mais quand vous regardez techniquement, vous ne voyez rien. C'est tellement fait de façon intelligente que vous ne vous rendez même pas compte comment vous payez ça. Ah, il faut me montrer comment je paye. Mais si je te dis quand on va sortir, par exemple, je donne un exemple, hein, quand nous allons sortir du franc CFA, ce qui va arriver, Inch'Allah, parce qu'on est en train d'installer l'Assemblée parlementaire de l'AES, on est en train de mettre les structures en place. Alors, dès que l'Assemblée parlementaire de l'AES sera mise en place, c'est une étape cruciale pour l'AES pour sortir du franc CFA. Et ça, beaucoup ne l'avaient pas vu. Même moi, je ne l'avais pas vu. C'est quand j'ai commencé à m'intéresser au Parlement de l'AES, qui est, les gens sont en train de discuter en ce moment au Burkina. Quand ils vont finir, les 3 présidents de nos assemblées législatives, enfin,
On sait comment nos assemblées ont été mises en place. Donc, sont au Burkina et je crois, à la fin de leurs travaux, ils vont remettre le document au président Ibrahim Traoré, président du Faso. D'accord? Et dès que la première session va commencer, tout de suite les présidents, là, je pense bien que les premières lois, sinon les premières décisions de cette assemblée de l'AES, la question de la monnaie va figurer. Puisque nos présidents ont été très intelligents, puisqu'ils travaillent avec des partenaires crédibles. On leur a dit certainement, si vous voulez sortir comme ça individuellement, les gens vont essayer de remettre la légitimité de votre décision en question. Mais en sortant unis, avec une assemblée législative des 3 pays, personne au monde ne pourra remettre en cause votre décision, puisque ce sera une décision souveraine de 3 États. Et en sortant ensemble, vous donnez plus de poids, plus de légitimité, plus de souveraineté à vos décisions. Et on ne m'a pas dit, je vous en prie, ne faites pas insulte à mon Dieu. Hein? C'est le Dieu Tout-Puissant qui inspire son serviteur. Donc, quand vous voyez ça, c'est simple. Et moi qui n'avais pas compris ça, j'ai pris du recul et j'ai commencé à regarder les travaux pour la création de notre assemblée législative au niveau de l'AES. J'ai dit, waouh! J'ai dit, nos présidents avaient vu loin, mais nous, on n'avait pas vu loin parce qu'on était un peu dans la précipitation. Alors donc, vous allez voir tout de suite que quand nous, on va avoir notre monnaie, avec les paniers qui vont servir de garantie pour que nos monnaies soient, notre monnaie autant pour moi soit compétitive sur le marché international, le dollar qui est en train de perdre de la valeur, alors vous vous rendez compte que la situation commence à devenir pire aux États-Unis. Pour le moment, ce n'est pas... Le chaos est là. C'est un chaos sismique. Mais pour le moment, du fait qu'ils ont une communication puissante et forte, ça ne se sent pas. Si c'était un pays africain, bon, il y a longtemps, c'est fini. Mais ils ont une communication puissante pour atténuer. C'est pourquoi on dit aux gens, ne vous amusez pas à la communication. Et les Américains sont trop forts dedans. Mais les personnes averties savent qu'il y a un problème. Il y a longtemps, j'ai attiré l'attention des gens. J'ai dit, il y a un problème aux États-Unis. Il y a longtemps, pardon, j'ai dit que la France était ruinée. Et c'est maintenant que vous voyez les manifestations. Quand je vous ai dit que la France ne peut pas financer une guerre, elle joue les gros bras à financer une guerre en Ukraine. Mais pourquoi elle le fait ici en Afrique? Parce que elle n'a pas besoin d'avoir de l'argent. Elle n'a qu'à fabriquer de l'argent et l'injecter dans l'économie de l'UMOA. Puisque c'est la France qui fabrique notre CFA. Elle n'a qu'à fabriquer des francs CFA, injecter dans nos trésors. Pourquoi vous pensez que la Côte d'Ivoire se trouve sur la liste des pays qui font le blanchiment des capitaux? C'est à défaut de prouver ces sommes colossales qui financent le terrorisme. On se pose la question, mais d'où vient cet argent? D'où vient cet argent? Mais c'est l'argent injecté par la France dans l'économie ivoirienne. Et comme la source n'est pas établie, la source n'est pas fiable, l'origine n'est pas vérifiable, automatiquement vous rentrez dans le registre quoi? De la drogue, du terrorisme, du blanchiment, de la corruption. Les Ivoiriens font quoi? Enfin, excusez-moi, pas les Ivoiriens, mais le président, enfin, le gouvernement ivoirien fait quoi? Ils utilisent des superflus, des moyens superflus qui sont connus par les gars. Mais ceux qui disent que la Côte d'Ivoire doit travailler, c'est qui? Ce sont les Américains, je suis désolé. Demandez à Kaba Niali si elle ne va pas faire des séances de travail à l'ambassade des États-Unis. Demandez au directeur du Trésor s'il ne va pas faire des séances de travail à l'ambassade des États-Unis. Demandez au ministre de l'économie et des finances s'il ne va pas travailler là-bas. Demandez à ceux qu'on appelle les grands techniciens des finances en Côte d'Ivoire
s'ils ne sont pas invités régulièrement au ministère, comment on appelle, à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Ils vont là-bas, personne ne peut m'apporter la contradiction. S'ils disent que je mens, qu'ils portent plainte contre moi partout dans le monde où ils veulent. La preuve est là. Cette preuve-là, je l'ai et ils savent que j'ai cette preuve. Sinon, comment je vais savoir que les Ivoiriens... Attention, je n'ai pas de source, je répète. Je n'ai aucune source en Côte d'Ivoire. La DST le sait. Je n'ai pas de source. Mais les Ivoiriens vont là-bas. Ils vont faire des séances de travail. Et les Américains, la dernière séance de travail de 2025, les Américains leur ont dit, vous êtes très loin. Parce que Ouattara fait tout. Ouattara, il a utilisé d'abord ce qu'on appelle les lobbies. Il a utilisé tous les leviers qu'il pouvait. Les Américains ont dit, niet. La France a fermé les yeux. L'Union européenne a dit, ça là, on ne peut pas laisser tomber. Et les Américains ont bondi dessus. C'est la France seule qui a fermé les yeux. Sinon, la Côte d'Ivoire est sur cette liste noire. Blanchiment d'argent, financement du terrorisme, trafic de drogue. Et les Américains, c'est pas seulement l'ambassade. Attention, quand je dis l'ambassade des États-Unis, la DEA est là-bas. Ceux qui combattent le crime organisé, ceux qui combattent le trafic de drogue, ils sont là-bas. Il y a une autre structure américaine qui combat le blanchiment d'argent. Tous ceux-là sont logés au sein de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas à un ministère. Ils ne vont pas à la présidence. Ils ne vont pas à une direction. C'est eux qui viennent à l'ambassade des États-Unis et ils ont cette séance de travail. On leur sort la preuve devant eux. Ils ne peuvent pas discuter. Ils ne peuvent pas discuter. Donc, ça c'est quelque chose qu'il faut garder en esprit. On ne va pas s'éloigner du 19 septembre, attention. Je dis, on va parler du syllogisme. C'est-à-dire, si vous ne comprenez pas le principe de cause à effet, ça c'est le syllogisme. Si vous ne comprenez pas comment l'idiot, voleur et criminel s'est retrouvé à la tête de l'État, si vous ne comprenez pas comment la rébellion a appuyé son accession au pouvoir, si vous ne comprenez pas pourquoi la même Nations Unies qui envoie quelqu'un aujourd'hui à Abidjan pour aller parler à Ouattara, mais les Nations Unies ont joué un rôle avec Barack Obama et Nicolas Sarkozy. Puisque les deux sont membres du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. La France, les États-Unis. Les Anglais s'alignent toujours à la politique américaine. C'est la France qui, selon les présidents, souvent fait ça. Mais puisque c'est la France elle-même qui a apporté la résolution pour une intervention armée en Côte d'Ivoire, c'est la France. Avant Nicolas Sarkozy, Chirac était là-bas. Ils ont été... Qui a menacé Laurent Gbagbo? C'est bien... Je dis Hollande, c'est pas François Hollande. C'est Nicolas Sarkozy, autant pour moi. C'est pas Hollande, c'est Nicolas Sarkozy. Après Chirac, c'était qui? Qui a dit qu'il va vitrifier Laurent Gbagbo? C'est Sarkozy. C'est Sarkozy. Qui a financé la campagne de Sarkozy? Laurent Gbagbo l'a fait. Il n'était pas le seul. Kadhafi l'a fait. Donc, revenons au 19 septembre. Donc, le mécanisme de l'argent, je vais clore ça rapidement avant de revenir au 19 septembre. Quand l'AES va sortir du franc CFA, c'est là que vous allez voir la chute libre de la France. Là, il n'y aura plus d'arrêt. Parce qu'aujourd'hui, aussi bien la France que les États-Unis, tous payent d'abord leurs intérêts. Et Houphouët, avant sa mort, ce qu'il a tué, la Côte d'Ivoire ne faisait que payer les intérêts et non la dette. Quand Gbagbo Laurent a pris le pouvoir, il a dit la Côte d'Ivoire ne peut pas payer cette dette. Mais cette dette était combien? Je vous en prie. Elle était combien?
Je voudrais que quelqu'un écrive. Quand Gbagbo venait au pouvoir, la dette était combien? Et Gbagbo a dit, on ne peut pas payer cette dette. On dit, mais la Côte d'Ivoire, en ce moment-là, le système des institutions financières et monétaires, ils ont mis un système en place qu'on appelle PPTE. Pays pauvre, très endetté. Quand Gbagbo a dit, je vais le faire, on dit Gbagbo est en train de gâter le nom de la Côte d'Ivoire. 6 000 milliards, merci beaucoup à toi. On dit Gbagbo gâtait le nom de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a l'argent. La Côte d'Ivoire peut ceci. La Côte d'Ivoire peut cela. Gbagbo dit, c'est moi, j'ai le stylo. C'est moi. Je nomme le directeur du Trésor. C'est moi, je nomme le gouverneur local de la BCEAO et c'est moi qui nomme le gouverneur central de la BCEAO. Je sais combien nous gagnons et je sais combien nous avons comme crédit. Et à l'époque, paix à son âme, Bédier, tous étaient contre l'idée de Laurent Gbagbo. Ouattara lui-même, il a milité pour s'opposer au départ. Effectivement, 6 000 milliards, merci infiniment. 6 000 milliards, Gbagbo dit on ne peut pas. Mais alors, pourquoi Gbagbo dit on ne peut pas? Pour mieux comprendre cette crise qui a déclenché. La crise n'était plus économique. Le pouvoir d'achat des Ivoiriens avait pris un coup, mais la crise était devenue autre chose. C'était quoi? La crise ivoiritaire. L'ivoirité, il y a eu une récupération malicieuse, pernicieuse, maléfique et maléfique. Déjà, Dominique, qui était dans le domaine de la communication. Je ne suis pas encore arrivé là-bas, je n'ai pas demandé comment il a fait, je vais parler d'abord du PPT, on ne va pas rentrer dans tous les détails, merci tout de même quand même. Dominique qui a compris l'importance de la communication, elle avait déjà recruté des jeunes gens. Et moi, je me rappelle, quand John Jay expliquait, non pas John Jay, Yves Zogo Junior, quelqu'un que j'apprécie, que j'aime beaucoup, quand il exprimait comment Nostalgie a été créée. C'est Dominique Ouattara qui a financé à 100%. Et elle leur a dit, et quand Yves Zogo dit, ben, il dit, Madame la Première, enfin, ça frôle, Madame la Présidente, elle dit, mais comment on va rembourser ça là? Elle dit, votre remboursement sera de faire en sorte que l'investissement ne soit pas vain. Donc, travaillez et puis faites prospérer. Donc, Zogo et Ahmed Bakayoko étaient les deux qu'elle avait ciblés. Ahmed, il était fort, il avait le sens des affaires. Zogo, vous le connaissez, Kaloa, jusqu'aujourd'hui, il reste égal à lui-même. Donc, les deux lancent Radio Nostalgie. Vous connaissez John Jay, tous ceux qui sont venus, Consti Eka, tout ça. Mais attention, c'était une récupération très malicieuse de la part de Dominique. Les Ivoiriens avaient besoin de distraction. Les Ivoiriens avaient besoin d'avoir un regard ailleurs. Et elle a réfléchi, elle a frappé plein dans le mille. Quand Nostalgie est née, on a tous été emportés. Et tu vois, on a tous été emportés par Yves Zogo Junior, la performance. Et John Jay, WhatsApp, vous vous rappelez, avec Biram Diawara, Guépa, qui pouvait sortir avant si tu n'as pas écouté d'abord John Jay. C'est quand on finit d'écouter John Jay, maintenant on s'habille et puis on va en boîte. Il n'y a pas honte dedans, on est tous passés par là. Tu vas avoir honte de ton passé. Tu es que tu es un idiot. Donc, Dominique, c'était Dominique derrière. Mais elle faisait ça à dessein. Ils ont commencé avec la musique, la culture. Mais l'objectif, c'était de faire tomber le pouvoir du président Aimé Henri Konan Bédié, qui les repose en paix. Et ils ont tellement bien travaillé qu'ils ont récupéré l'essence même, la sève même de la jeunesse ivoirienne.
Mais entre-temps, ils ont fait ils ont frappé sur deux axes. D'abord, ils ont commencé à récupérer les jeunes. Et puis deux, quand le principe de l'ivoirité est sorti, voilà pourquoi je dis les Africains n'ont rien compris dans la communication. Bédier précipité voulait marquer son empreinte. Il fait sortir manger ivoirien, s'habiller ivoirien, danser ivoirien. Tout de suite, le couple Ouattara paye des journaux en France, paye des auditeurs en France, paye des maisons de presse, RFI y compris, France 24, TV5, tous sont rentrés dans la danse et ils ont transformé l'ivoirité pour en faire une arme contre Bédier lui-même. Mais ça, c'était la puissance de la communication. C'est pourquoi je dis à nos autorités, la communication est une arme dangereuse. Faisons beaucoup attention. Je reviens encore, je plaide pour que nos autorités ne ferment pas toutes les portes. S'il y a des jeunes qui peuvent récupérer, qu'ils les récupèrent, qu'ils les encadrent, qu'ils les orientent avec une ligne rose pour ne pas laisser les réseaux sociaux vacants. Je sais que si je fais ça aujourd'hui, beaucoup de jeunes vont m'insulter parce que dans le nom de mon jeune frère Bobo qui est beaucoup aujourd'hui, les gens, il a attaqué de partout, insulté de partout. Je ne mène pas son combat. Puisque lui-même, je lui ai donné des conseils à maintes reprises. Et je ne viens pas aussi pour m'opposer, mais je viens demander à tous les Maliens, si il fut un temps que le monsieur vous a fait du bien à travers les informations qu'il vous donnait. Souvent, avant de l'insulter, pensez un peu. C'est comme la femme que vous divorcez. Vous l'avez aimée au moins 5 jours. Hein? Et puis, chemin faisant, vous ne vous entendez plus. Vous décidez de vous séparer. Vous avez eu des enfants ensemble. Mais c'est pas la raison pour... Des hommes le font comme des femmes le font. Les gens insultent. Mais on n'insulte pas la femme avec qui on a partagé quand même le lit. La femme qui nous a donné des enfants, elle veut partir, alhamdoulilah, qu'elle parte. Priez pour qu'elle trouve un mari mieux que vous. Faisant ainsi, Dieu lui-même vous donnera une femme mieux que celle qui est partie. Parce que vous avez prié pour son bonheur. Donc, on peut ne pas être d'accord aujourd'hui avec vous. Je suis d'accord, je vous comprends, je suis entièrement d'accord avec vous, mais je vous demande de mettre un peu d'eau dans votre verre et arrêter de... je sais que vous allez m'insulter. Moi, je le fais pas dans l'intention de dire qu'est-ce qu'il a fait est bon. Puisque moi-même, je voyais ça et j'avais interpellé à l'époque les autorités pour dire qu'ils récupèrent certains parmi eux. Sinon, il y aura... ça risque d'aller mal, comme on ne m'a pas écouté, moi-même je me suis retiré et puis j'ai laissé les jeunes gens, vous avez vu ce qui est arrivé. Mais je voudrais demander aux jeunes gens aussi sur les réseaux, je vous en prie, vous avez été entendu, le gouvernement a fait un communiqué, ça sert à rien de sortir encore, publier les images de ces gens-là avec des insultes. Tout à l'heure avant de commencer mon direct, j'ai vu des gens qui ont publié la photo du monsieur avec toutes les insultes que vous ne pouvez pas imaginer. Je vous demande de, vraiment, vous avez gagné un combat, comme on dit, c'est ça, non? Ou bien c'est, puis la lutte continue, c'est ça? Voilà. Vous avez gagné un match, on continue. Mais je vous demande franchement, il y a longtemps, lui et moi, on n'était pas d'accord. Ça, vous le savez. Et vous savez qu'à maintes reprises, je lui ai dit, arrête ce que tu fais, arrête de manipuler les Maliens. Vous êtes au courant de ça aussi. Mais je vous demande pardon. Ça sert à rien d'insulter, insulter, insulter. Arrêtons ça. Ah, mais toi, mais tu dis bâtard, oui. Ça, c'est quand tu viens m'insulter, je te dis bâtard. Quand tu viens insulter mon président, je te dis bâtard. Quand tu viens insulter le Mali, je te dis bâtard. Ça n'a rien à voir avec. Donc, s'il vous plaît, c'est le cri de cœur que je voulais lancer. Hein? Vous avez été entendu. Un communiqué a été fait. Les autorités, parce que
Ça sert à rien. Si vous êtes au Mali, c'est que vous l'insultez. Si lui, demain, il prend vos insultes et puis apporter plainte contre vous. Bon, ça va être un peu compliqué. Hein? Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut le laisser. Hein? Il va faire son mea culpa. Hein? Il va se ressaisir. Il va, si il vient au devant des Maliens pour dire, je reconnais que j'ai eu tort, je présente mes excuses, parce que c'est ça aussi qui fait la grandeur d'un homme. Quand vous savez que vous avez tort, venez demander pardon. C'est pourquoi hier, j'ai dit que maman Simone Gbagbo a décollé. Et moi, vous savez qu'il y a un petit bâtard qui m'a menti, qui m'a manipulé. Et il y a des propos que j'avais tenus à l'époque. Et ouvertement, je suis venu devant le monde et j'ai présenté mes excuses. C'est ça qui fait la grandeur d'un homme. Quand vous savez que vous avez tort, présentez vos excuses. Dieu seul ne se trompe pas. Tout le monde se trompe. Et j'incite les jeunes frères qui peut-être, au-dedans d'eux-mêmes, s'ils se regardent, s'ils prennent le temps de vraiment de vérifier tout ce qu'ils ont dit, demandez pardon aux Maliens. En même temps que je vous dis d'arrêter d'insulter, mais je leur demande aussi de venir demander pardon. Parce qu'ils ont manipulé aussi. Ils ont menti. Donc je leur demande de demander pardon. Ça ne gâte pas. Demandez pardon là-bas. Et moi j'ai demandé pardon. Est-ce que ma visibilité n'a pas augmenté? Tous les jours que Dieu fait, quand je sors, après chaque direct, il y a au moins 100 à 200 abonnements. Chaque fois que je finis un direct. Mais c'est ce que Dieu attend de nous. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets point à la tentation. C'est pas Dieu qui a dit ça. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Donc, sortez et demandez pardon. Faites votre mea culpa. C'est ce que le Mali attend de vous. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Mais en même temps, je demande aussi à mes frères, à mes sœurs, à un Néniban, à Kaintissa. C'est bon. Vous avez gagné, on vous a compris, à un Néniban, donne, voilà. Hein? Merci. Alors, on continue. Donc, alors, Dominique, celle qui a façonné comme Brigitte Macron a façonné Emmanuel Macron. Dominique a façonné l'ascension d'Alassane Ouattara au pouvoir. Alors, ceci dit, qu'est-ce qu'elle a fait? On va écouter. On va écouter. Je vous salue. Aujourd'hui, on va pas continuer en français. On va aller en Amérique. Parce que nous sommes chez nous. Et nous sommes en famille. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler en français, on va parler en anglais. Un bébé dans le tournoi. Parce que mon Dieu est peut-être quoi à l'image du long. Quand j'ai commencé mon intervention, je vous ai dit la mauvaise communication du PDC-RDA. Alors, vous vous plaignez PDC qu'il y a eu un coup d'État le 24 décembre. Clémence, ma chérie, c'était quoi? 24 décembre 2000 combien? C'était 1999, non? Ouais, c'est ça. 24 décembre 99. PDC, c'est pas le coup d'État qui vous a fait partir. C'est votre incompétence qui vous a fait perdre le pouvoir en 1999. C'est votre mauvaise politique de la communication qui a causé la chute du président Aimé Henri Konan Bédié, qu'il repose en paix. C'est pas le coup d'État. Le coup d'État est la conséquence de votre mauvaise communication. Keïta le dit. Peut-être que c'est parce que je suis versé dans l'art de la communication et que j'ai tellement compris la communication que je ne sais pas si tu es vraiment garçon, tu portes caleçon à cause de Dieu. Wallah, il faut venir en parler comme. J'ai pas d'autre chose. Ne viens pas me dire que tu es docteur, je m'en fous. Ne viens pas me dire que tu es ingénieur, je m'en fous. Tu connais la communication? Si tu es garçon, viens. Parce que moi, là, la communication est dans tous les aspects de la vie d'un homme. Un homme ne vit pas en dehors de la communication. C'est la communication qui nous a façonnés
Et c'est la communication qui nous fait vivre. Si vous n'avez pas compris ça, le petit blanc sera toujours le maître de l'homme noir. Parce que lui, il a compris la communication, l'essence même de la communication. C'est pourquoi quand vous écoutez un Américain vous expliquer la Torah, la Bible, le Coran, et puis vous écoutez un Africain ou un francophone, vous parlez de la Torah, de la Bible et du Coran, vous dites, excusez-moi, hein, mais je ne sais pas si vous comprenez ce que vous dites. Je mets n'importe quel musulman au défi. Demandez à un Américain de vous expliquer le Coran, de vous lire le Coran et de vous le traduire. Et prenez vos prédicateurs ici qui ont fait école là, française. Il faut leur dire, non, vous allez avoir honte même de prier derrière eux. Parce que jusqu'à présent, ils n'expliquent pas. Ils parlent avec émotion. Ils n'ont pas encore compris. Quand vous écoutez la traduction, la translation en anglais, et puis après vous écoutez en français, vous dites Subhanallah. Quel tort ai-je commis? Oui, vous allez dire que nous on ne comprend pas anglais. Ça c'est vrai. C'est la mauvaise partie. Parce que au moins quand moi j'écoute un Américain, je dis bien un Américain qui me parle d'Allah, du Christ, de Moïse, d'Abraham, et puis quelqu'un d'autre vient commencer, il dit, oh, pardon, il faut arrêter mon frère, pardon. Ce n'est même pas la même chose. Merci 99, ce n'est pas la même chose. Donc, la communication est l'essence de notre existence. Quand Dieu a fini sa création, qu'est-ce qu'il a fait? Il a communiqué avec sa créature, avec son œuvre. Va et domine le monde. Est-ce que le noir a compris ça? Sur le petit américain, il t'explique ce que signifie va et domine le monde. Ah. Les Russes ils sont allés dans l'espace, non, nous on est allés où? Ils ont fabriqué avion. Où est notre avion? Ils ont fabriqué voiture. Où est notre voiture? Ils ont fabriqué bateau. Où est notre bateau? Ils ont fabriqué train. Où est notre train? Mais ils n'ont rien fait en dehors de la communication. Les chiffres, c'est la communication. La science, c'est la communication. La mathématique, c'est la communication. La médecine, c'est la communication. Si tu enlèves la communication de tout ça, rien n'existe en dehors de la communication. C'est pourquoi le philosophe dit, vous ne créez rien de nouveau. Tout a été déjà fait, déjà créé. Et on parle de quoi? Du déjà vu. Le déjà vu veut tout dire. Le philosophe, sans le dire ouvertement, dit, Dieu a déjà fini la création. Dieu a tout fini. Il n'y a rien de nouveau que vous allez faire, parce que Dieu a tout mis à votre disposition. Science, mathématiques, culture, langue, tout est dedans. Le langage mathématique, c'est la communication. Le langage scientifique, c'est la communication. Le langage culturel, c'est la communication. Le langage historique, c'est la communication. Dans quoi vous allez agir et puis il n'y a pas le langage? Dites-moi, dans quoi? Dans quoi? Alors, donc, Dominique a compris que la communication était fondamentale. Malheureusement, le PDCI n'a rien compris. Ils sont restés dans la vieille politique de fou. Ils n'ont pas compris que si on apporte un concept nouveau, il faut que ce concept-là soit accompagné par une méthodologie communicationnelle pour que le peuple l'accepte et que le peuple soit un avec ce qu'on dit. Mais pourtant, regardez bien comment l'idée du PDCI, repris magistralement, oui, Keïta et Donald Trump reprend de façon magistrale une pensée d'Henri Konaté. Ah, Keïta, tu es fort. J'ai dit, je ne suis pas camarade de quelqu'un, ou bien vous ne comprenez pas ce que ça signifie. Je reprends. Donald Trump reprend magistralement l'idée d'Henri Konaté.
la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, l'ivoirité. Il dit l'Amérique aux Américains, make America great again. Et ils ont fait une communication violente à outrance que les démocrates ont été noyés, ils ont disparu. Et aujourd'hui, c'est à cause de ça que le jeune Charlie Kirk a été tué. Parce qu'il était la figure de proue. Comme le jeune Steve Biko en Côte d'Ivoire, lui, il était. Mais regardez, un moment, on arrête. Revenons en Côte d'Ivoire. Regardez comment le PPAC a pu s'implanter en un temps record et couvrir toute la Côte d'Ivoire. Parce que l'homme qui est à la tête du PPAC, c'est un stratège, c'est un communicant, c'est un historien, c'est un politicien, c'est un averti, c'est un sachant. Il sait que la communication est la clé de voûte du succès politique de celui qui veut gouverner un jour. Donc, Gbagbo l'a compris. Donc, Ouattara et sa femme, sinon sa femme, récupère un certain nombre d'organes de presse et on salit sérieusement l'image du président Bédié et on présente la Côte d'Ivoire comme un pays qui est divisé, un pays discriminatoire, un pays où ceux qui sont du Nord, appelés musulmans, sont lésés, sont ignorés, sont exclus du processus de développement. Et ce qu'on appelle la richesse partagée dans un pays. Voilà comment elle et son mari, malicieusement, maléfiquement, dangereusement, ont préparé la conscience internationale envoie le président Bédié comme un mal à dégager et Ouattara comme victime d'un système. Je vous ai dit rappel de mémoire. Ça signifie beaucoup de choses. Je ne pourrais pas tout dire, mais je vais me contenter de rappeler les faits marquants. Parce que si on ne se rappelle pas de ces choses-là, et ce sont ces éléments-là qui peuvent justifier le comportement des jeunes gens demain. S'ils décident de sortir, il faut qu'ils comprennent pourquoi ils doivent sortir. Ceux qui sont au pouvoir, ce sont des imposteurs, ce sont des menteurs, ce sont des corrupteurs, et ils sont dangereux. Ils n'ont rien de démocrate. On a appris qu'il y a quelqu'un qui a été enlevé encore à Isia, aujourd'hui. Et tous, que se passe-t-il? J'ouvre une parenthèse. Ils sont en train d'enlever les figures emblématiques du PPAC dans le pays profond. Ils se disent, dans telle région, voilà celui qui fait vivre le PPAC. Voilà celui qui fait bouger les jeunes du PPAC. Donc, on enlève. Ils font ça dans l'intention d'étouffer la contestation qui se prépare. Ils savent qu'il y a une contestation. Donc, tous ceux qui sont capables de mobiliser, il faut les enlever. Voilà un pays qui se dit pays des droits de l'homme. Et c'est pourquoi nous travaillons à ce que le monde soit au courant. Quand je dis venez par exemple vous abonner, je ne le dis pas forcément par rapport à mon ego, ou c'est quelque chose que je vais absolument voir. Parce que plus vous avez des abonnés, plus vos publications vont comme ça, comme des morceaux de pain. Qui a... Donne-moi une seconde, donne-moi une seconde. Donne-moi ça, Gaussou, donne-moi ça. Donne-moi la commande de la télé. Fais vite. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Voilà ça là-bas. Fais vite. Donne-moi une seconde. Il faut éteindre ça. Il faut éteindre la connexion. Donne-moi une seconde. Hein. Éteins la connexion et puis toi te connecter ici. Éteins le wifi. Éteins le wifi. Éteins le wifi. Ok, c'est bon. Il faut aller. Ok. Donne-moi une seconde. Hein. Je vais permettre... tu vas te connecter ici.
Non, mais seconde, on va... Donne-moi une seconde, voilà. Ta télé va se connecter sur ça. Alors, donc, comme je disais, ils ont fait une communication pour présenter le président Gbagbo Laurent comme étant, le président Gbagbo Laurent, autant pour moi, le président Aimé Henri Konan Bédié comme étant le mal, celui qui veut, ok, c'est déjà fait, il s'est déjà connecté, donc, voilà, c'est bon maintenant. Il est important pour nous de rappeler ce fait historique, c'est important. Alors, donc Alassane Ouattara et son épouse présentent le régime comme étant le régime du président Aimé Henri Konan Bédié comme étant des fascistes. Le Nord a été exclu. Mais attendez, réfléchissons ensemble. Bédié a pris le pouvoir en 93, après la mort de Foy. Alors, comment en 3 ans, Bédié a pu mettre cette machination en place? Malheureusement, à l'époque, puisque la communication n'était pas assez puissante pour vraiment éveiller la conscience, on a laissé les gens. Et malheureusement, certains responsables des partis politiques d'opposition ont rejoint cette communication polluée et polluante pour la Côte d'Ivoire. En 3 ans, si vous applaudissez Houphouët a fait 36 ans, je crois. Houphouët a fait 33 ans au pouvoir, hein, 1960, et puis 1993. Donc Houphouët a fait 33 ans au pouvoir. Donc s'il y a quelque chose qu'on doit reprocher, c'est pas à Bédié, mais c'est à Houphouët. Parce que Bédié est venu à 3 ans. Il a pris le pouvoir en 93, et puis en 99, il est tombé. C'est ta maman qui est venue à mon côté, bâtard, là. Quand tu dis Lamine, là, Lamine, chose là, c'est, Lamine, là, c'est ivoirien. Donne-moi une seconde. Bâtard, là, Lamine Koulibaly, là. C'est ivoirien, Nyamboukoté. Tu ne sais même pas d'où tu viens. Idiot que tu es. Alors, donc, on continue. Alors, moi, des bâtards, ils savent même pas d'où ils viennent. Et puis, c'est des bâtards, là, comme ça, qui posent des questions. Souvent, ils vont changer leur nom. Ils vont mettre Désiré Koulibaly. Ou bien Charles Bagayoko. Mais l'idiot, il n'a même pas envie de laisser son nom du là. Alors, il vient me poser la question. Bâtard, va demander à tes parents les origines, ils vont te dire. Houphouët a toujours reconnu ses origines ghanéennes. Ou bien, ils connaissent même pas l'histoire de leur propre pays. Ils connaissent même pas le peuplement de la Côte d'Ivoire. Bâtard que vous êtes. Allez-y prendre, vous allez lire ça. Si encore vous avez fait des études, si vous n'avez pas volé, hein, si vous n'avez pas volé les notes, si vous n'avez pas triché en classe, le peuplement de la Côte d'Ivoire, ou bien vous n'avez pas étudié ça. Le peuplement de la Côte d'Ivoire, les Akans, les Kourous, les peuples mandins, tout. Allez-y, vous allez regarder. Qui est venu d'où? Ceux qui sont venus du Libéria, ceux qui sont venus du Ghana, ceux qui sont venus du Nord, du Mali, du Burkina. Les lobbies qui sont dans le nord de la Côte d'Ivoire, le nord-est, ils viennent du Burkina. Hein? Bouna, il vient du Burkina. Bandoukou, il vient du Ghana. Abangourou, Ghana. Jusque au niveau d'Abidjan, là, quand vous prenez, comment on appelle, le nord-est jusqu'au sud-est, mais tout ça, ça fait frontière avec le Ghana. Bâtard, vous ne savez même pas d'où venir à mon côté, ça vous va venir dire ceci, dans la DA et ta gueule pourrie. Et vous allez les voir, c'est les gens qui n'ont même pas, Moi, au moins, je suis, au moins. Donc, il faut que tu sois ivoirien, Nyambokoté, dans des bâtards, là. Tu vas t'asseoir, tu regardes France 24, ils parlent de la Côte d'Ivoire, ils viennent faire des reportages sur la Côte d'Ivoire, ça ne vous pose pas de problème. Nyambokoté, Fouarité, dans des maudits que tu es. Quand c'est ton frère africain qui parle, tout de suite, tu n'es pas du pays. Et bâtard, quand les Français parlent là, tu vous leur dites qu'ils ne sont pas ivoiriens? Vous leur dites ça? Maudit que tu es. Alors donc, on va continuer. Non, mais ça, c'est vraiment, il faut des idiots pour dire ça, quoi. Est-ce que moi, j'ai besoin d'être de la Côte d'Ivoire pour parler de la Côte d'Ivoire? J'ai besoin d'être ivoirien. Moi, j'avais cette nationalité. Je pouvais m'asseoir aujourd'hui avec les qualités que j'ai. Je pouvais m'asseoir en Côte d'Ivoire et être parmi les hommes les plus influents de ce pays aujourd'hui, si je voulais. Mais c'est quelque chose que j'ai maudit. C'est haram.
où je pourrais rester aux États-Unis et puis mener la belle vie sans jamais venir en Afrique, comme beaucoup l'ont fait. Mais j'ai décidé volontairement et de régner à la nationalité ivoirienne, de renoncer, je n'en veux pas, je suis pas intéressé. Ainsi que la nationalité américaine, je dis, je n'en veux pas, ça m'intéresse pas. Je n'en veux pas, ça m'intéresse pas. Côte d'Ivoire comme États-Unis. Il faut venir me montrer combien de personnes qui sont capables de faire ça. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait proprement et je ne le regrette pas. Dieu me le rend. Faut arrêter, tu vas venir parler de Dieu, voir il y a mon côté. Alors donc on continue. Donc cette mauvaise communication a terni la présidence du président Aimé Henri Konan Bédié. Il a connu des difficultés. Et le 24 décembre 1999, son pouvoir a été balayé par un coup d'État. Et moi j'ai toujours dit, ce n'est pas le coup d'État qu'il faut voir. C'est parce qu'il y avait quelque chose que vous n'avez pas compris, quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Et c'est aujourd'hui que le PDCI est en train de s'organiser sérieusement sur le plan de la communication. À cette époque-là, ils prenaient tout pour un acquis. C'était acquis, il y avait des acquis, il y avait des acquis. Mais attention, Bédié n'était pas au faux, surtout qu'il était beaucoup contesté. Donc il fallait travailler sérieusement sur la communication. Malheureusement, Dominique là-bas avait recruté des maisons de communication assez puissantes qui polluaient la politique du président Bédié, qui salissaient la Côte d'Ivoire, et Ouattara était content. Mais ils savaient tous que Bédié n'avait rien à voir dans tout ça. Parce qu'il n'avait fait que 6 ans de pouvoir. En 6 ans, alors que Oufoué qui venait de mourir a fait 33 ans. Mais qu'est-ce que Oufoué n'a pas fait que Bédié en 6 ans pouvait faire? Enfin, c'est comme ça que je comprends. Et surtout qu'ils ont passé leur temps à l'insulter, à dire tout. Mais pourtant, ce qu'il a dit n'était pas faux. Que la Côte d'Ivoire appartienne aux Ivoiriens. Nous nous disons la même chose ici. Le Mali appartient aux Maliens. Et vous avez vu le capitaine, il a pris une décision par rapport au Burkina. Tu n'es pas burkinabé, tu n'es pas actionnaire avec un burkinabé, on ne te vend pas une terre pour faire ce que tu veux. Il faut protéger. Mais c'est pas ce que Ouattara fait. Ouattara vend la Côte d'Ivoire aux étrangers pendant que nous, dans nos États, les trois, nous, on protège les acquis par rapport à nos propres peuples. Mais lui, il est en train de tout bazarder. Alors donc, ceci dit, Bédié tombe, Gueye arrive au pouvoir. Bédié tombe à cause de quoi? On dit ivoirité. Mais en réalité, ce n'était pas l'ivoirité. Il y avait une cabale qui était organisée sur les médias en Europe. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai pas fini. Deuxièmement, je répète encore, deuxièmement, une troisième fois, le fait que Ouattara soit exclu, ils ont intelligemment dilué le rejet de la nationalité de Ouattara, ils l'ont dilué intelligemment dans le concept de l'ivoirité. Et Alassane était la victime de l'ivoirité. Il a été présenté en tant que tel. Et les médias occidentaux, particulièrement français, ont surfé sur ça. Même pendant la transition du général Robert Gueye. Mais qui a fait le coup d'État? C'est Ibrahim. Et qui était Ibrahim? Ibrahim était l'aide de camp d'Alassane Ouattara. Ils ont tenté d'abord de voir, ils ont tenté une mutinerie que Bédié pouvait gérer. Mais malheureusement, dans l'entourage de Bédié lui-même, il y avait des gens qui faisaient le travail de Ouattara. Donc il s'est laissé emporter par son ego, il n'a pas voulu écouter les jeunes gens. Et ils ont poussé loin. Mais en réalité, le coup d'État était effectivement un vrai coup d'État, mais il voulait tester le pouvoir. Et il savait que si ça ne réussissait pas, parce que quand vous tentez ces gens d'action, que vous ne réussissez pas, on vous arrête tous. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, après ça, Gueye vient, et Gueye continue. Hein. Le président du Conseil constitutionnel de Bédié dit Alassane n'est pas ivoirien. Le président du Conseil constitutionnel de Gueye dit Alassane n'est pas ivoirien. Et Soro Guillaume est celui qui sera
Au départ, Soro Guillaume n'était pas, je dis le mal-aimé, au départ, Soro Guillaume n'était pas dans cette rébellion, dans cette tentative, il n'était pas dedans. Soro Guillaume, je crois bien, si je ne m'en abuse, il faisait ses études à l'extérieur, comme Charles Blé Goudé. Ils étaient tous les deux à l'extérieur. Ils ont préparé, et vous allez entendre ça. Donc, vous voyez, ils disent qu'ils étaient 60, on les tuait. Mais qui les tuait? Est-ce que c'était le pouvoir du président Koudou Laurent Gbagbo ou c'était le pouvoir du général Robert Gueye? Qui les tuait? Qui les tuait? Est-ce que c'était le général Robert Gueye ou le président Koudou Laurent Gbagbo? Et ça, pour un analphabète comme lui, il a été entraîné, lui aussi, à avoir le langage de la communication, une communication accusatrice. Il y avait déjà le bouc émissaire, c'était Gbagbo Laurent. Parce que rappelez-vous, c'est le même Ouattara qui a dit à ses hommes, le pouvoir est dans la rue. Pendant que Gbagbo veut sécuriser sa victoire, Alassane Ouattara demande que les gens interviennent. Vous savez, ce monsieur a toujours été celui qui s'oppose au droit, à la justice et à l'ordre. Ce monsieur ne comprend que quand c'est dans ses intérêts. Il n'accepte que quand on est soumis à ses obligations. Mais toute contestation ou toute velléité d'émancipation, il ne l'accepte pas, il ne le veut pas. Et s'il peut vous détruire, il va le faire. Alors, voilà pourquoi donc vous voyez ici, cette intervention-là, c'était pas du temps du général Robert Gueye. Mais alors que les déboires dont il parle, les arrestations arbitraires dont il parle, c'était pendant le pouvoir du général Robert Gueye. Mais il dit, on va venir au pays, même si par nos actions, nous tuons le président Gbagbo. Voilà un citoyen qui dit, nous allons faire un coup, nous venons pour tuer le président Gbagbo, et aucune justice en Côte d'Ivoire, et on se dit pays des droits de l'homme, on se dit pays d'égalité. Voilà un président en fonction qui est menacé. Mais, Dieu merci, Gbagbo a une hauteur politique. Vraiment, si on veut regarder aujourd'hui, Gbagbo, je dirais même, puisqu'il a exercé le pouvoir, donc on ne peut pas mettre Tidiane Thiam dans la même position que Gbagbo Laurent. Non. Gbagbo comme Bédié ont tous connu les affres d'Alassane Ouattara. C'est Ouattara qui a fait tomber Bédié et c'est Ouattara qui a fait tomber Gbagbo. Bédié, il a utilisé l'armée ivoirienne. Gbagbo, je dis mais Bédié, il a utilisé l'armée ivoirienne. Gbagbo, il a utilisé deux présidents. Sarko, qui était son ami, s'est lié d'amitié avec Barack Obama. Ils ont blagué les Chinois et les Russes, puisque, j'ai dit tout à l'heure, là où vont les Américains, les Anglais les suivent en général. Il n'y a pas de... Non. Une fois que les Américains sont là, les Anglais les suivent en général. Donc, Sarko avait déjà 3 présidents. Ils ont menti à Poutine. C'est pourquoi Poutine a dit qu'il ne fera plus d'erreur.
Ils ont menti à Poutine. Ils ont menti à Xi Jinping. Ils ont bombardé le palais. L'objectif, c'était de tuer Gbagbo le roi. Mais Dieu étant clément, il a sauvé la vie du président. Mais voilà ici. Il dit ouvertement, notre objectif était de tuer le roi Gbagbo. Alors, posez-vous la question. Gbagbo n'est pas mort. Arrêté. Jugé. Acquitté. Blanchi. Libéré. Il rentre dans son pays. Écoutez ce discours-là. Celui qui tient ce discours, il est l'homme de main de Téné Brahima Ouattara, qui est pressenti par son père comme son successeur. Est-ce que vous pensez honnêtement que la crise que nous vivons aujourd'hui n'a pas son fondement dans ce discours-là? Est-ce que vous pensez honnêtement que la crise constitutionnelle que nous vivons aujourd'hui n'a pas son fondement dans les propos de Kone Zakaria? Continuons d'écouter. Vous avez bien compris. Ici, il a parlé de façon subtile, intelligente, mais il est trop bête. Tout ce qu'il dit, c'est un narratif qu'on a préparé pour lui donner. Ce qui fait que dans le langage, il y a des expressions qu'il peut utiliser en français, en bambara. Mais malheureusement, il les utilise dans le français. Puisque ceux qui ont préparé ça pour lui, c'est la DGSE qui a préparé ce coup avec Soroguium. Maintenant, s'ils me disent que personne n'est dedans, ce sont des Ivoiriens, je dis Soroguium, je t'aime bien, je te respecte, mais n'insulte pas mon intelligence parce que tu ne peux pas me faire gober ça. Il a dit tout à l'heure, il dit le conseil de sécurité que nous allons mettre en place, tu seras un membre aussi bien que qui? Les Français. Cette partie-là, je ne l'avais pas entendue. Depuis tout le temps, je vous fais écouter ça, mais cette partie m'avait échappé. Il dit, les Français. Alors, depuis quand un pays étranger doit siéger au Conseil national de sécurité d'un pays? Si ce n'est pas la France qui tire sur les ficelles, dites-moi comment la France va siéger au Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire? Dites-moi. Je ne le dis pas. Je vais vous faire revenir quelques secondes en arrière. On écoute. Il faut français au moro beba kono. Non, je mange. Quand je arrête ça, je mange. Non, je mange. Faut pas faire ça. Je travaille. Comment tu veux que je mange pendant que je travaille? Faut pas faire ça. Alors donc, vous avez bien compris. Vous avez bien entendu. Même les Français seront dans le Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire. Est-ce que les Français ne sont pas dedans aujourd'hui? Allez, faisons. Est-ce que la DGSE n'est pas dedans? Alors, donc, moi je m'en fous. C'est quoi ça? Alors donc, il y a un idiot qui parle, je vais répondre à ce petit idiot. Donne-moi une seconde, hein. Voilà un idiot qui est là, c'est un Jordan. Un idiot, pas plus bête que lui, tu vas en enfer. Il dit, vous faites des discours sur vos réseaux sociaux. Idiot, je fais pas de discours sur les réseaux sociaux. Il faut aller encore apprendre à parler français correctement. Je fais des analyses et pas des discours. Petit idiot. Tu comprends pas français, faut pas venir contredire Keïta. Tu es encore petit. Alors, vous faites des discours, c'est ce que l'analphabète dit. Sur vos réseaux, je n'ai pas de réseau. Ça appartient, je ne suis pas créateur. Je n'ai pas créé de réseau. J'utilise. Ça ne m'appartient pas. T'as compris? C'est pas pour moi. Tu vois, tu veux me contredire, mais tu ne sais même pas ce que tu écris. Ton intelligence même fait défaut. Est-ce que je dois te répondre? En te répondant, je vais me salir, je vais me rabaisser, ça n'en vaut pas la peine. Est-ce que je dois répondre à quelqu'un comme ça? Hein? Vous faites des discours sur vos réseaux sociaux, vos discours sont
sont différents de nos vécus au pays ici. Moi, je m'en fous de ce que tu vis. Je m'en fous si tu vis au paradis. Ça, c'est ton problème, ça m'intéresse pas. Est-ce que tu crois que c'est à cause d'un analphabète comme toi que je fais? Ce que je dis là, c'est différent de ce que fait Laurent Gbagbo, idiot que tu es. Hein? Ce que je dis là, c'est différent de ce que veut Sorobio, c'est différent de ce que veut Tidjane Thiam. Hein? Au moins, si tu étais quelqu'un qui parlait bien le français, qui savait bien s'exprimer, je pourrais me comprendre. Un idiot comme toi, comme ça là. Je vais pas te bannir, mais tu es tellement bête, je vais te laisser. Alors, donc, vous écoutez ça. Idiot, tu crois que celui qui parle là, c'est sur la lune il a parlé? Il y a un petit bâtard comme ça là. Ceux-là, c'est sur la lune il parle? Ce que tu écoutes là, connais Zachary là. Il n'est pas dans l'armée ivoirienne. Il n'est pas dans l'armée ivoirienne. Idiot. Il n'est pas colonel de l'armée ivoirienne. La rébellion n'a pas tué des gendarmes à Boaké. Combien de personnes ont été tuées par la rébellion? Idiot. Ce qui s'est passé à moi là-bas, petit bâtard que tu es. Ce qui s'est passé à moi, tu es au courant? Le génocide, ouais là, tu sais ce que c'est? Si je vois encore ton commentaire bâtard que tu es, je te bannis. Ok. Je vais m'arrêter là. Ils disent qu'ils ont pris les armes contre la République parce qu'il y a l'injustice. C'est tout, hein. Betorola. Difficulté, injustice. Ce sont les raisons pour lesquelles ils ont pris les armes. Et le rappel historique, le rappel de mémoire est important. Ils ont pris les armes à cause de l'injustice. La question aux Ivoiriens, est-ce que l'injustice a disparu? Est-ce que l'exclusion a disparu? Est-ce que le droit est respecté? Les encagoulés, les enlèvements, les arrestations arbitraires, les condamnations non justifiées. Oublions Soro-Guillaume, le mal-aimé du pouvoir. Depuis que ce régime condamne les gens en Côte d'Ivoire, on n'a jamais apporté la moindre preuve pour justifier telle ou telle condamnation. Si on était dans un pays de droit, le jeune Ziggy serait rentré chez lui parce que l'arrestation n'a respecté aucune procédure telle que indiquée par la Constitution. Mais comme on est dans un pays de voyous, gouverné par des voyous, des marmailleurs, des voleurs, des gens sans scrupules, des gens malhonnêtes, des corrompus, des corrupteurs, des malhonnêtes, des idiots, des bêtises humaines, évidemment, le jeune Ziggy est toujours en détention. La loi est claire. Quand la procédure n'est pas respectée, elle devient illégale. C'est ce que Maître Rodrigue a maintes fois expliqué sur les plateaux de télé chaque fois qu'il est invité. Il dit, une fois que la procédure elle n'est pas bonne, ce n'est pas la peine. Je vous donne un exemple simple. Vous construisez votre maison, R1 plus 2 ou même plus 3. Et puis on se rend compte que la fondation n'a pas été respectée. La fondation n'est pas bonne.
Et on voit la maison commence à s'affaisser et puis il y a les fissures. Mais quand les inspecteurs vont venir, la question c'est de savoir qui a donné l'autorisation de construire. Est-ce que des inspections régulières étaient faites pendant la construction? Oui ou non? Si oui, ceux qui étaient chargés des inspections seront sanctionnés et la maison construite sera détruite parce que personne au monde ne peut habiter dans une telle maison. C'est pourquoi souvent quand les gens viennent me voir, Keita, il y a telle maison, c'est joli, c'est au bord de la route, c'est duplex. J'ai dit, quand on faisait fondation là, tu étais là-bas? C'est la question que je pose toujours aux gens. J'ai dit, quand ils faisaient leur fondation, tu étais là-bas? Non, j'ai dit, je paye pas maison comme ça. Je paye pas ça. Les gens, parce que maison comme ça, tu vas acheter, après ce que tu vas mettre dedans là. Parce que quand toi tu achètes, c'est fini. Hein? Celui qui a construit, il n'est plus responsable. Tu mets des gens dedans. Demain, il y a un problème. C'est toi que la loi regarde. Parce que la loi va te dire, est-ce que tu as pris tout le temps de vérifier d'abord si tout a été fait dans la norme? Pourquoi tu achètes et tu mets les gens dedans? Donc c'est toi qui deviens tout de suite le responsable. C'est pourquoi les gens se fatiguent. Il dit, ne vous fatiguez pas, pouvez me montrer des belles maisons par-ci, par-là. Moi, je suis enfant d'entrepreneur, je ne rentre pas dans ça comme ça. Je n'achète pas ça comme ça. Et je dis aux gens, je ne suis pas dedans. Finalement, les gens disent, mais toi, tu veux quoi? Je dis, ce que je veux, le jour, je vais voir, je vais vous montrer. C'est la même chose. C'est la même chose. Ce pouvoir-là, on n'a pas vu Bédier faire ce qu'Alassane Ouattara fait aux Ivoiriens. Malheureusement, il y a eu un gueulard qui a dit ça, mais il n'a pas eu le courage de ses opinions. C'était pas un homme de conviction, il s'appelle Amon Tano. Le lâche, lui qui a gâté le nom des Zima. C'est un Zima ou c'est Nani? Amon Tano. Le voleur, là, on doit l'avoir le conseil de l'État, il allait détourner l'argent là-bas. Celui qui est venu, Ouattara s'est humilié les gens. Il a fait venir le gars en Côte d'Ivoire. Et puis il dit au gars, toi tu m'as insulté au stade où faut boyer là. Tu vas aller dire aux mêmes Ivoiriens que moi, Ouattara, je peux faire 4 mandats. Et Amon Tano est venu s'arrêter sans honte. Sans honte. Je me posais la question s'il a pris de la drogue ou il a beaucoup trop bu pour aller sur ce plateau-là pour dire Ouattara peut être candidat. Lui qui a dit Ouattara, ce que tu as fait aux Ivoiriens, on ne peut pas faire aux Ivoiriens. Un vrai. Amon Tano, c'est celui. Ah! Alors, moi, je me pose la question, est-ce qu'il est Zima ou bien il est Agni? Parce que les Zima et les Agni, ils sont un peu mélangés. Hein? Les Zima et les Agni, c'est un peu mélangé. Souvent, je me confonds. Bon, la plupart de mes amis à l'école primaire, c'était les Zima. Hein? Bon, maintenant, c'est au collège que je suis rentré plus en contact avec les Agni. Les Zima et les Pétés, c'était mes voisins de classe et mes amis d'école à l'école primaire, je veux dire. À l'école primaire, CP1, CM2. Voilà. C'est après les Atiers, les Abais, les Agni, les Koulango, les Djibini, les Abons, les Lobby, et puis les autres, quoi, les Nyambois, enfin, avec tous les autres que vous connaissez. Voilà. Alors, voilà, posons-nous cette question. Ils disent c'est à cause de l'injustice, l'arbitraire, l'inégalité, l'exclusion que nous avons pris les armes. Les Ivoiriens sont en droit de se poser la question, est-ce que ces choses-là ont disparu? Quand Gbagbo est rentré dans le programme PPTE, avec le ministre Tibi, avec Guillaume Soro, ils ont mis le programme en marche, et le programme a porté ses fruits. La Côte d'Ivoire sur les 6 000, la Côte d'Ivoire a pu éponger 4 000. Et les 2 000 allaient être réchelonnés. Donc, la Côte d'Ivoire était devenue désormais solvable. Donc, toutes les portes des finances, toutes les portes, c'est un ami? Ok, merci beaucoup. Toutes les portes étaient ouvertes désormais pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir de l'argent et financer son développement. C'est à cause de ce programme ambitieux du PPTE qui a repositionné la Côte d'Ivoire que Ouattara a tué des Ivoiriens.
il les a fait tuer parce que il sait très bien, si Gbagbo venait au pouvoir, après les élections de 2010, pardon, je vous jure au nom de Dieu, Gbagbo allait rentrer dans l'histoire. Il allait rentrer l'histoire par la grande porte et il allait même momentanément faire disparaître le nom d'Oufoué à cause des ambitieux programmes qu'il allait réaliser sans endetter la Côte d'Ivoire à ce niveau. On n'est plus dans le seuil de 30 000 milliards. Si vous pensez que c'est 30 000, vous vous trompez. J'ai entendu quelqu'un parler de 50 000. 50 000, mais lui, il a beaucoup diminué. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui on peut dire au bas mot, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est 70 000 milliards. La Côte d'Ivoire n'est pas loin. Et vous donnez 4 années de pouvoir, 5 ans encore à Ouattara, on va se retrouver à 150 000 milliards de dettes. Je répète, vous donnez la Côte d'Ivoire à Ouattara, on va se retrouver à 150 000 milliards. Et même pendant 500 ans, les Ivoiriens ne finiront pas de payer ça. Parce que pour payer, il faut d'abord éponger ce qu'on appelle les intérêts. Depuis que les Américains ont commencé à prendre crédit, là, ça fait combien de centaines d'années? Les Américains, ça fait 300, mais 400, je sais pas, 200 ou 300 ans. C'est pas ça? C'est pas ça? Mais les Américains, la date d'aujourd'hui, ne paient que les intérêts. Ce qui avait été caché aux Américains, c'est Donald Trump qui l'a révélé. Les Américains ne font que payer les intérêts. La France ne fait que payer les intérêts. Toutes les manifestations que vous voyez en France, là, c'est parce que la France est arrivée à un niveau et la note de choses, comment on appelle ça, la notation de la France a dégringolé. La notation des Américains a dégringolé. Et quand Trump est arrivé, pour payer la dette, il a cru que les gens avaient peur des Amériques. Il n'a pas compris que pendant les 4 ans de son absence à la Maison Blanche, que beaucoup de choses ont changé. La Chine n'est plus la Chine, la Russie n'est plus la Russie, la Turquie est venue avec ses idioties-là. Et c'est maintenant qu'il se rend compte que le monde a changé. Et toutes les menaces de augmentation de frais douaniers, il se rend compte que ça ne marche plus. Le Canada ferme la porte, la Corée du Sud ferme la porte, le Japon même ferme la porte. Il ferme timidement l'Inde, il a perdu l'Inde, la Russie, la Chine. Les 3 pays à eux seuls font plus d'un tiers, pardon, de la population mondiale. Les 3 pays à eux seuls. La Chine, non, c'est pas un tiers, c'est plus que ça. Et les 2 tiers, oui. La Chine fait 1 milliard et quelques, l'Inde fait 1 milliard et quelques. La Russie, je crois, c'est 200. Si je ne me trompe pas, la Russie, ça fait 200 et quelques millions. Donc, quand vous mettez ensemble, ça vous fait à peu près 2 milliards, entre 2 milliards 500 et 2 milliards 600, les 3 pays. Mais à eux seuls, normalement, ils n'ont même pas besoin, ils n'ont plus besoin des autres pays. C'est ça que les gens n'ont pas compris. L'Inde et la Chine, vous les avez, vous n'avez plus besoin des autres. Les 2 suffisent. Alors, donc, quand vous regardez ça, Sorobium, on lui dit, on veut plus de toi. Sorobium, on lui dit, ou tu es avec moi, ou je te tue. Ou tu te soumets, ou je te tue. Ou tu me suis, ou je te tue. Tu n'as pas le choix. Les négociations nous ont montré à quel point Ouattara était dangereux et menaçant. Chaque fois qu'il tombe d'accord à une négociation, à un point, le lendemain, Sorobium fait volte-face parce que Ouattara dit qu'il n'est pas d'accord. Et quand il dit que la rébellion n'est pas pour lui, il est malhonnête. Soro aussi n'était pas aussi idiot que Ouattara le croyait. Et c'est ça qui a fait mal à Ouattara. Le fait, vous vous rappelez l'accusation du procureur Abdou Richard, la bande audio qu'il a fait passer. Mais la bande audio là, qui a donné l'audio à Ouattara, c'est Sorobium lui-même. Sorobium n'a donné qu'une petite partie. Mais l'ensemble, si tu veux, de la totalité de l'entretien qu'il a eu avec le soi-disant, c'est Ahmed Bagayoko en complicité avec Alassane Ouattara qui voulait piéger Sorobium. Et Sorobium a vu le piège venir. Donc il a fait le jeu du monsieur. Il a enregistré la conversation à l'insu du monsieur. Il a dit à Ouattara et il envoie une partie de l'enregistrement à Ouattara pour dire voilà ce que le monsieur est venu me proposer. Mais Soro savait très bien, puisque Soro lui-même, il avait infiltré l'entourage d'Alassane Ouattara.
Et Ouattara a compris tout de suite que Soro a beaucoup d'enregistrements sur lui. Ouattara a compris tout de suite que pendant la rébellion, quand Soro était Premier ministre, Soro a pris des dispositions. Et moi, je mets n'importe quelle personne dans l'entourage de Soro Guillaume aujourd'hui de prouver que ce que je dis est faux. Ahmed Bagayoko l'a fait. Enfin, je crois que vous avez entendu ça ces jours-ci, mais moi, je ne me suis pas trop engagé dedans. Soro Guillaume, non, c'est Soro. Ahmed Bagayoko, on dit que Yolande Bagayoko aurait remis des audios à la CPI. Bon, ça, c'est le problème de Yolande. Vrai ou faux, je ne rentre pas dans ce débat. Mais une chose est certaine, Ahmed Bagayoko n'était pas aussi idiot qu'on croyait. Il n'était pas aussi loyal qu'on croyait. Et Ouattara s'est rendu compte qu'il y a deux personnes qui l'ont, comment vous dites ça, qui l'ont pas piégé, mais deux personnes qui l'ont enregistré. Chaque fois qu'il avait des conversations, et Soro, c'était pendant les négociations, les différentes négociations, et chaque fois quand Ouattara sort, il dit n'est pas d'accord, Soro enregistre. Donc Soro a, vous croyez que la maison de Soro a été vendue à Marcory là? Vous croyez que c'est pourquoi? Pourquoi ils sont allés perquisitionner la maison de Soro Guillaume? C'est pas des armes, les armes ont été le prétexte qu'ils ont choisi. Mais en fait, ils voulaient mettre la main sur les enregistrements de Soro Guillaume. Parce que Ouattara a eu vent de ce que Soro a enregistré, toutes les conversations qu'ils ont eues quand il était à la primature et quand il était encore rebelle. Et chaque fois qu'il allait négocier au nom du MPC, quelque chose comme ça, et que Ouattara lui demandait de faire bonne foi. Donc chaque fois, et Soro savait que à la longue, Ouattara allait l'incriminer. Ouattara, parce que Ouattara n'était pas vu, c'est Soro qui était vu. Ouattara n'était pas là. C'est l'image de Soro, c'est le visage de Soro. Et Soro a compris tout de suite. Il dit, il faut que je trouve une porte de sortie. Si vous voyez que Soro a eu le courage de dire à Alassane Ouattara, ton affaire de RHDP là, je ne crois pas à ça, je ne suis pas dedans. Vous croyez que Soro n'avait pas d'éléments sur lesquels il peut appuyer et puis ça fait mal à Ouattara? Soro avait ça, il a ça jusqu'aujourd'hui. Mais Ouattara est tellement idiot, il a cru que peut-être Soro peut garder ça chez lui à la maison. Mais Soro savait que Ouattara a infiltré son milieu, Soro savait. Et Ouattara, ça c'est quelque chose que Soro n'a pas rendu public. Ouattara a demandé à Soro une fois, est-ce que tu as enregistré nos conversations? Soro est là-bas. Moi je mets tous ceux qui se prétendent être amis de Soro, là, je vous mets au défi. Et je n'ai pas peur. S'il y a quelqu'un qui est garçon, il n'a qu'à demander à Soro. Il va confirmer tout ce que je suis en train de lui dire. Ouattara lui a demandé un jour, tête à tête, est-ce que tu as enregistré nos conversations? Mais enfant poli qu'il est, il dit, mais monsieur le président, il fait ça pourquoi? Je n'ai jamais fait ça. Mais est-ce que réellement il ne l'a pas fait? Il l'a fait. Mais est-ce qu'il est bête pour risquer sa vie pour dire, je l'ai fait? Non. Donc, si rien ne se passe, il faut aller te tuer alors. Si rien ne se passe, va te coucher dans ta tombe. Regardez-moi des gens comme toi. T'as dit que nous on est Dieu. Tu connais pas quelqu'un. Vos bêtises, vous écrivez, les gens disent faites commentaire là. Moi je suis pas dedans. Tu écris commentaire, je t'insulte et puis je te bannis. Je m'en fous. Commentaire là, je m'en fous. Parce qu'il faut être intelligent. Nous on dit, on annonce les choses. Le temps appartient à Dieu. Idiot, tu viens me dire on voit rien. Et puis moi je n'ai qu'à faire quoi? Je suis Dieu. Je suis Dieu. Vous avez une façon de parler là. Moi j'aime. Attention, moi je suis pas les gens qui cherchent. Moi je suis pas dans ça. Quand je dis je veux des abonnés là, au nom de Dieu, c'est pas pour moi-même. C'est pour que d'autres personnes puissent savoir que Keita est là. C'est tout. Si c'est à cause de moi-même là, je m'en fous. 0 abonné, je fais mon truc, je m'en vais. Vous attendez toujours les gens dire faites ce qui encourage. Hein? Faites j'aime, commentez, partagez. Vous m'entendez dire ça? Parce que je laisse la liberté à chacun. Parce que je sais que ce que je donne, c'est bon. Et quand c'est bon, ça se vend seul. Et comme je suis bon communicant, les gens viennent. Tu me dis, comment il dit ça même là? Tu vois rien et puis je m'en fous. On t'a dit que c'est à cause de toi qu'on parle.
On voit rien, idiot, là. Quand j'ai dit qu'Amadou Gonkouliba ne fera pas 2020, il a fait élection. On voit rien. Quand j'ai dit à Ahmed Bakayoko, si tu te ressaisis pas, là, tu verras pas. Ahmed Bakayoko, il a fait quoi? Moi, des idiots, on voit rien. Qui a annoncé l'arrivée de Bitogo au pouvoir? C'est pas moi? Tu veux que je te sorte la liste? Qui a dit que Sorogium c'est fini en toi Ouattara? C'est ton papa qui a dit ça, ou bien c'est moi qui ai dit? Tu vois pas ça aussi, ou bien tu es malhonnête? Tu veux t'asseoir, tu connais même pas quelqu'un, tu t'assois et ta gueule là, on voit rien. Tu vois rien? Ce que j'ai annoncé, et puis les Ivoiriens ont vu ce qu'aujourd'hui là. Il faut m'énerver encore, tu vas voir. Moi, tu crois que je suis camarade de quelqu'un? Je ne veux pas savoir vos questions idiotes là. Je suis pas là pour répondre aux questions. Je suis là pour faire une direct. Tu as des questions, tu me contactes dans ma boîte. C'est terminé. Voilà. Alors donc, cette rébellion qui devait, selon eux, restaurer la justice. Le même Koné Zakaria, c'est celui qui porte une arme dans une mosquée à Madinani, voté pour Alassane Ouattara. C'est Koné Zakaria qui fait ça. Alors que l'armée est appelée la Grande Muette. Koné Zakaria, le jour où j'ai vu ça, j'étais aux États-Unis, je venais de finir, j'étais dans la voiture, j'allais à la maison, et puis j'ai mis sur actualité. Et puis je tombe dessus. Koné Zakaria, il va faire campagne pour Alassane Ouattara dans son village à Madinani avec une arme. Et chaque fois, le même que Alassane Ouattara dit qu'il ne connaît pas, c'est le même là qui fait la politique et d'Alassane Ouattara et de Ténébrème. Beaucoup de gens disent qu'il a disparu, qu'il a été arrêté. Comme moi, je n'ai pas vu d'information directe. Je n'ai pas eu de communiqué direct. Je cherchais à ce qu'on me montre soit en vidéo ou une photo pendant la célébration de la fête d'indépendance à Yamoussoukro. À Bouaké, c'était à Bouaké, pardon. À Bouaké, je ne l'ai pas vu, alors que Bouaké était leur fief. À Bouaké, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je ne l'ai pas vu à Bouaké. Je voulais le voir. J'ai dit, ah, mais attention, ce que les gens ont dit sur Koné Zakaria, qu'il aurait été arrêté ou bien liquidé, il semble que c'est vrai parce que il a beaucoup disparu. On a vu Chérif Ousmane, quand on a dit qu'il a été empoisonné, il s'est empressé de sortir pour dire qu'il n'a rien, il va bien. Mais Koné Zakaria, jusque-là, on ne le voit pas. En tout cas, personnellement, peut-être qu'il est là, mais moi, je ne le vois pas. Ou bien peut-être que je ne tombe pas sur les publications. Sinon, on voulait tous le voir à Bouaké, au moins pour dire aux gens, vous avez menti, voilà Koné Zakaria qui est là. On ne l'a pas vu. On a vu quand même le même Chérif Ousmane, c'est ça? On a vu Chérif Ousmane, je crois, et les autres, mais Koné, moi, je ne l'ai pas vu. Ou bien vous l'avez vu peut-être. Si vous avez vu, envoyez sa photo, je vais voir. Parce que nous, on ne l'a pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Alors, ce qui est fondamental ici, voilà l'homme qui était là, qui faisait la communication d'Alassane Ouattara pendant la rébellion. Quand bien même que Sorogium était au départ leur porte-parole, c'est après qu'il est devenu le secrétaire général. Puisque pour eux, ils devaient, un coup, ils arrivent, ils font tomber le régime de Laurent Gbagbo, l'arrêter ou le tuer. D'accord? Et puis ils font une bêtise. Ils ne connaissaient même pas le programme de Gbagbo Laurent. Ou ils se sont trompés, parce que comme on fait ça aussi souvent, c'est pourquoi Ouattara refuse de sortir. Quand le président est en déplacement, on fait coup d'état derrière lui et on lui dit de rester en même temps là-bas. Quand ils ont fait, Gbagbo dit, arrête-moi ça. Tu m'arrêtes ça. Gbagbo, en Italie, il dit, moi je rentre. Et puis il rentre. C'est là que Mangou a été promu. Mais quand ils se repliaient sur Bouaké, ils ont commis des crimes. Eux qui parlent d'injustice, de réparer l'injustice et les torts du PDCRDA. Quand ils ont manqué à leur tentative de coup d'État, dans leur repli sur Bouaké, ils ont tué, ils ont massacré. Ils ont tué et ils ont massacré.
2010-2011, ils ont réitéré encore le massacre. Et cette fois-ci, c'est l'Ouest qui en a sérieusement souffert. Alors, est-ce que Ouattara est venu pour la justice? Non. L'injustice est là. L'arrestation de Ziggy correspond à quelle forme de justice? Vous sautez sa clôture, vous cassez. Je vais m'énerver, hein. Si j'entends encore, tu vas voir. Donc, on saute la clôture du monsieur, on saute sa clôture, on casse sa porte, il rentre chez lui, on prend sa télé, on prend tout ce qu'il y a comme objet de valeur, on prend son argent, et puis on l'enlève. En toute honnêteté, est-ce que vous pensez que ça, c'est un pouvoir? Donc, le petit, c'est pas seulement parce qu'il parlait, on était jaloux. Il y avait une jalousie qui était là. En même temps, ils enviaient le petit. Ils enviaient le petit. Ils enviaient. Sinon, à quoi ça sert d'aller prendre sa télé, casser sa porte, rentrer chez lui, prendre son argent, ses chaussures, son habit et les objets de valeur? Pourquoi ils font ça? Et c'est ce pouvoir-là qui dit que nous sommes dans un régime démocratique où le droit est respecté. Mais je vais dire une chose encore. Tout ce qu'ils font, je l'ai dit hier, ça va se retourner contre eux. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ça va se retourner contre eux. Parce que quitter le pouvoir et profiter de la gentillesse du peuple. Quitter le pouvoir avec tous les honneurs. Voler, piller, commettre des crimes, l'injustice, prétendre se maintenir quand ce pouvoir-là va tomber. Il y a des présidents où on négocie leur départ, mais je ne crois pas que Ouattara, on pourra négocier son départ. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de réactions sur Simone Eïvé Gbagbo. Enfin, Simone Eïvé, autant pour moi. Moi, je pense que toutes les réactions sont justifiées. Elle a une part de responsabilité dans ce qui lui arrive. Parce que nous, on a cru que, en allant déposer leur candidature, si par extraordinaire ou par miracle, ils sont retenus, c'est de rester collés à l'idéal de leur combat, à la conviction de leur combat. Avoir une commission électorale juste, transparente, impartiale, inclusive. 2, avoir une liste électorale propre, débarrassée des doublons, des femmes qui ont 500 enfants, des enfants qui ont 1000 ans. Mais aujourd'hui, ni l'un ni l'autre, on se contente de dire bravo, bravo, bravo au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'a même pas pris le temps aussi de regarder cette liste électorale. C'est pourquoi Toby dit, la justice, Vincent Hirier, la justice est là pour créer cette harmonie entre le peuple et les institutions, entre le peuple et les dirigeants. Mais quand les instruments de justice se servent, sors. Allez, prends ton truc, tu sors. Allez, sors. Parce que c'est des choses qu'il faut arrêter. C'est des choses c'est des choses que, honnêtement, chacun devrait se poser la question. Posons-nous cette question honnêtement. Est-ce que la justice ivoirienne, c'est une justice qui sert la cause des Ivoiriens? Ou c'est une justice qui est là pour servir un clan, un président, un homme? Comme un seul homme peut se croire plus puissant que tout un pays. 30 millions d'habitants, je suis le plus fort, le plus intelligent, le plus rusé, le plus puissant. Même Dieu lui-même a permis à ses créatures de douter de lui. Cependant, il ne leur ôte pas la vie. Quand vous avez collaboré avec Ouattara et vous dites non,
Ouattara, il faut vous détruire. Laurent Gbagbo qui n'a pas été tué pendant les heures sombres, à 2 reprises, Ouattara voulait le tuer. Bon, quand il était opposant, n'oubliez pas que Gbagbo a échappé à des accidents. N'oubliez pas ça. Quand Gbagbo était opposant, Ouattara Premier ministre, Gbagbo a échappé à des accidents. N'oubliez pas ça. Deuxièmement, je répète encore, deuxièmement, le 18 février, je crois que c'était 92, le 18 février 92, le même Ouattara avait ordonné la liquidation et de Simone Gbagbo et de Gbagbo Laurent. Alors moi, c'est pourquoi je suis un peu étonné de la part de Simone Gbagbo. Elle oublie vite. Il y a 2 faits, 2 tournants de sa vie où Ouattara est intervenu. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, elle, Simone Gbagbo, ne serait pas vivante aujourd'hui. Le 18 février 1992, quand il avait été décidé de les liquider, elle et son mari. Rappelez-vous le 18 février. Je crois même que c'est cette date-là même qui a été choisie comme la fête de la liberté. D'accord? Alors, Simone, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a oublié le 18 février 92. La crise post-électorale, elle sait dans quelles conditions elle a été traînée, humiliée, ridiculisée de la résidence présidentielle à l'hôtel du Golfe. On ne lui dit pas de garder ces choses-là en aide pour manifester la vengeance, la haine. Non, 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 non. Tu ne dois pas oublier ton passé, mais ton passé doit te permettre de savoir où tu mets les pieds. C'est pourquoi quand vous allez pour appliquer dans les, comment vous appelez ça, dans des, vous allez pour postuler pour un poste, très souvent dans les critères de choix par rapport au poste de l'entreprise, de la société ou l'État, on vous dit il faut avoir une expérience, par exemple, de 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Il y a des postes dans certaines entreprises, on vous dit si vous n'avez pas 5 ans, c'est même pas la peine. Même si vous êtes le majeur de votre promotion, on vous prend pas. Donc, l'expérience fait partie de votre passé. Et cette expérience-là, de votre passé douloureux, vous mettez cette expérience-là au service de votre lutte politique. Et surtout que cette expérience serve de soubassement, de fondation par rapport à vos convictions, à vos idéaux. Mais aujourd'hui, là, quelles sont les convictions de Simone Gbagbo, Domelo? Quels sont les idéaux qu'elle défend? Elle, Simone, qui était dans une alliance, elle claque la porte. Dans l'alliance, c'est elle seule qui a été retenue. Et elle estime que le Conseil a bien fait, malgré les irrégularités qui ont été pointées du doigt, et le monde entier a vu que Chantal Camara a menti. Simone Gbagbo trouve le courage de dire que Chantal Camara a bien fait. Simone, je ne sais pas si Simone pourra peser enfin, je ne sais pas si elle pourra se rendre compte un jour combien de personnes qui étaient prêtes à mourir pour elle, mais qui l'ont abandonnée à cause de son choix. Je ne sais pas si elle a eu idée. Mais Simone peut tester aujourd'hui sa popularité pour voir si réellement elle a gagné en popularité ou elle a chuté en popularité. Elle n'a qu'à tester. Elle a perdu. Parce que les gens aujourd'hui, là, c'est la conviction qui anime tout le monde aujourd'hui. Et on a un système de communication qui permet au monde de savoir ce qui se passe. Et c'est important. Et nous disons, est-ce que cette injustice-là a cessé? Non. Donc Soro Guillaume s'est engagé dans une rébellion en menant le mauvais combat. Si Soro Guillaume était avec le pouvoir, il serait notre cible légitime aujourd'hui. Mais il n'est pas eu le pouvoir. Il est mal aimé. Il a été trahi, menacé, trahi par des amis, ceux
qu'ils croyaient qu'ils avaient la même conviction que lui. Moi, je m'en fous que tu aimes ton président, c'est ton droit. Mais si tu dis quelque chose en dehors de ça, j'ai mis mon pied là où tu sais que je vais mettre et puis je te fous dehors de mon direct. J'ai pas de problème que tu aimes Ouattara, ça c'est ton problème. Je l'aime pas. Pourtant, Dieu me laisse vivre. C'est pas ça. Que tu aimes Ouattara ou pas, moi je m'en fous éperdument. Je suis pas là pour ça. Ça c'est ton choix. Mais tu dis autre chose de travers, je te bannis. C'est tout. Tu peux raconter ta vie. Tu peux prendre ta maman pour aller donner à Ouattara, il n'a qu'à se coucher, il n'a qu'à marcher sur elle. Prends ton papa, il n'a qu'à marcher sur lui, je m'en fous. Quand Ouattara va au WC là, il n'a qu'à prendre ta main pour essuyer là où tu veux, si je m'en fous. Mais tu fais quelque chose d'autre que ça, je te bannis et je mets mon pied là où tu veux pas. Alors donc, quand vous regardez de près, Soro Guillaume aujourd'hui est une victime. Soro Guillaume est une victime. Mais que des bâtards au sein de ce qu'on appelle ce club ou ces mercenaires appelés RHDP, parce que ce sont des mercenaires. Attendez, que veut dire mercenaire? Mercenaire, c'est quelqu'un que vous appelez pour venir mener un combat et puis vous le payez. Hein? Les mercenaires, c'est ça. Adjoumani était mercenaire. Ils ont payé Adjoumani pour venir mener leur combat politique. Patrick Hachi était mercenaire. Comment il s'appelle l'autre là? Elle a dit, comment il s'appelle le gars des mains là? Comment il s'appelle? L'ancien ministre là, Med. Lui qui est président du parti de Guy Robert là, comment il s'appelle? Hein? Comment il s'appelle? Le gars qui est président du parti de Guy Robert là, le gars de l'Ouest là, Mabry Touakeuse, Mabry Touakeuse était mercenaire. Bion était mercenaire. Simon Gbagbo est une mercenaire. Charles Blé Goudé est un mercenaire. Donc, tout ce que Ouattara récupère aujourd'hui, là, à l'exception de ceux qui étaient dans le RDR avec lui, là, tous ceux qui l'amènent dans son combat, là, ce sont des mercenaires. Donc, Ouattara, c'est malheureux. Aimez Ouattara. Dansez pour Ouattara. Chantez pour Ouattara. Mais nous, on a une conviction et on est sûr, certain d'une chose. Ouattara va tomber. Nous, on le dit. Mais nous ne disons pas quand Ouattara va tomber parce que Dieu ne révèle cela à personne. Il te dit d'annoncer un événement. Alors, je vais aller un peu plus loin. Quand Dieu a fait la promesse à Abraham, tes enfants seront captifs dans un pays pendant 400 ans. Mais est-ce que c'était 400 ans pile? Ils ont fait 400, je crois, 440 ou 450 ans. Ils sont à l'au-delà des 400. Donc Dieu ne donne jamais l'absoluté d'une dette à quelqu'un. Lui seul se réserve cette suprématie. Quand il dit une seconde pas de plus, une seconde pas de moins, à la seconde près, Dieu fait ce qu'il a envie de faire. Mais quand il nous dit d'annoncer, c'est avec des marges. Même quand il s'est adressé à son serviteur Abraham, il lui a dit 400 ans. Mais les Israélites, mais Abraham, il n'a même pas dit à Abraham comment ils vont rentrer. Il ne lui a même pas dit. Mais comment ils sont entrés? Parce que Dieu réserve ces choses-là pour sa propre gloire. Parce qu'il est le souverain incontestable. Il dit à Abraham, tes enfants seront captifs. Mais Abraham pouvait, comme nous on est curieux aujourd'hui, ah, Dieu attend. Là tu dis, tu vas me donner un pays où coule le lait, et puis tu dis encore mes enfants seront captifs. Dieu, ils vont aller là-bas comment? Mais Abraham était trop obéissant, trop soumis pour poser ces questions. Mais si c'était un parmi nous ici, là, vous allez poser la question à Dieu. Dieu, mais attends, tu dis ils seront captifs, mais ils vont aller là-bas comment? Il dit dans un pays étranger, il n'a même pas dit à Abraham quel est le pays, mais il dit seulement, je vais les faire sortir et puis les établir là où je t'ai dit que je vais les établir. Là où coule le lait, le miel. Mais comment ils vont rentrer? Ils sont rentrés comment? Dites-moi. Quand vous ne connaissez pas Dieu, ne venez pas parler de Dieu devant Keïta, parce qu'il est le meilleur dans ce domaine. Je m'en fous que tu sois imam, prédicateur.
Je m'en fous que tu aies un doctorat en théologie. Je m'en fous que tu aies. Dieu m'a établi, je connais pour moi. Le reste, c'est pas mon problème. Ils vont entrer comment? Mais regardez comment Dieu glorifie son nom. Il fait entrer une seule personne. Comme quoi? Comme captif. Au début. Et qui? C'est sa famille qui est à l'origine. Ses frères, dans un premier temps, le jettent dans un trou. Non, c'est pas bon. Parce que Dieu a fait une promesse à Abraham et cette promesse-là, Dieu veut la respecter. Mais comment il va faire? Vous ne savez pas. C'est pourquoi les bâtards qui viennent là, depuis on voit rien, tu ne verras rien. Parce que tu n'es pas camarade de Dieu. Alors, Dieu choisit qui? Regardez comment Dieu travaille. Il choisit celui qui est plus aimé par son père et plus détesté par ses frères. Regardez la contradiction, comment Dieu opère. Mais pourquoi Dieu n'a pas pris quelqu'un d'autre? Pourquoi il n'a pas pris un esclave? Répondez-moi. Pourquoi il n'a pas pris un esclave? C'est pas, on va pas faire de la prédication, sinon, si tu as, comment vous dites ça? Tu as doctorat en théologie, tu es musulman, si tu es garçon, faut venir. Tu as doctorat en théologie, hein, catholique, chrétienne, peu importe, tu es garçon, il faut venir. Quand je finis avec toi là, tu vas pas retrouver ta... Moi, je ne viens ni avec Coran ni Bible. Je viens avec 16. Voilà, mes 5 doigts, 10. Et puis je m'assois devant toi. Tu finis de raconter ta vie, tu finis de lire. Je te pose la question, ce que tu viens de dire là, est-ce que toi-même tu comprends? Parce que moi, c'est l'Esprit de Dieu qui va travailler ici. Toi, tu vas parler en fonction de ce que tu as appris avec les hommes. Est-ce qu'on est même chose? Quel est? Quand Dieu met dedans, et puis les gens te disent là, quel est le... Ben, si les gens ne te parlent pas, toi tu n'écoutes pas. Et moi, je n'ai pas besoin qu'on me parle, parce que l'esprit est directement en connexion. Donc, toi, si on ne te dit pas, tu n'entends pas. Et moi, je n'ai pas besoin qu'on me dise. Moi, ça rentre directement ici. On ne peut pas être la même chose. Dieu prend qui? L'enfant le bien-aimé de son père et l'enfant le mal-aimé de ses frères. Il faut créer une situation. Et le bien-aimé, vendu comme esclave, emprisonné. Et de la prison, il résout une énigme que personne ne pouvait, parce que Dieu avait placé en lui ce don, et c'est parce qu'il avait ce don qu'il était aimé de son père, parce qu'il avait ce don qu'il était détesté par ses frères. Et Dieu s'appuie sur ce don du bien-aimé et du mal-aimé, sorogium, rappelez-vous, le mal-aimé. Donc Dieu utilise et il fait entrer sa gloire en Égypte, comme prisonnier. Sorogium, j'étais toujours par les feux, écoutez ce que je suis en train de te dire. Et Keïta, c'est comme ça, il termine généralement ses interventions. Parce que quand je finis comme ça, c'est ce que Dieu attend de moi. C'est ce que Dieu attend de moi. Je ne vais pas dans les mosquées, ni dans les églises, ni dans les agoras. Mais ici, c'est mon église, c'est ma mosquée. Quand je finis de parler ici et que tu ne crois pas en Dieu, Dieu lui-même ne fera rien pour toi. Parce qu'il est clair. Il dit, j'ai amené ma parole. Si tu n'écoutes pas ma parole, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rien. Ça, je le dis pas. C'est pas moi. Il a dit. Allez-y, regardez dans la Bible, dans le Coran. C'est bien écrit. Il dit, parce que vous n'allez pas vous plaindre. On ne te connaît pas. On ne sait pas comment te servir. Ma parole est parmi vous. Donc moi, il m'a fait don de cette parole par son esprit. Donc, le prisonnier sort. Il commence à gravir les échelons. Et ce n'est pas tout. Je vais vous épargner la longue histoire. La sécheresse arrive en Côte d'Ivoire. Le pouvoir de Ouattara est fini. Je vous ai parlé de la résolution, comment on appelle, de la rétribution. Il y en a qui parlent de absorption. Il y a beaucoup d'expressions, mais moi je parle de rétribution. La sécheresse. Et le père envoie ses enfants. Il reconnaît ses frères. Et puis il bloque encore
pour augmenter la douleur du père, il bloque un parmi eux. Le dernier, il le bloque. Le père devient fou. Mais qui fait ça? J'ai perdu un. Dieu, comment tu fais ça? C'est pourquoi arrêtez de questionner Dieu sur des questions uniques. Dieu prend le fils du monsieur, le bien-aimé, il pleure, Dieu s'en fout. Quelques années encore, Dieu prend le dernier encore qu'il aimait et dit, c'est fini pour mon Dieu. Donc tu as pris tous les enfants, j'ai fait comment? Mais c'était pour son bien. Souvent, Dieu met des situations, mais vous ne voyez pas. Vous ne cherchez pas à voir, vous ne cherchez pas à comprendre. Vous vous plaignez parce que vous voulez que tout soit facile. Vous ne voulez pas passer par le feu pour comprendre la volonté, la gloire et la puissance de Dieu. Donc, Dieu prend les deux enfants que le vieux aime, mais il les place à un niveau où le vieux lui-même, parce qu'il n'a pas encore vu, il pleure. Les bâtards qui sont au pouvoir à Abidjan, là. Attendez, parce que ça va venir. La Côte d'Ivoire a besoin de ses enfants. La Côte d'Ivoire pleure. Elle ne comprend pas pourquoi son fils Soro Guillaume est à l'extérieur. Elle pleure. Elle ne sait pas pourquoi son fils Babou Laurent est exclu. Elle pleure. Elle ne sait pas pourquoi son fils Tidjane Thiam est exclu. Alassane Ouattara, ce que tu as choisi. J'ai vu des gens dire qu'il y a une vieille femme qui est sortie pour dire Gbagbo n'a qu'à prendre sa femme, que c'est la volonté de Dieu, et puis ils vont aller au palais. Dites à la femme là que moi je dis, elle ment. Je sais pas, il y a une vieille là, elle se fait passer pour... Dites-lui que moi je dis, elle ment. Ateketi, elle a menti. Je répète, elle a menti. Ça n'arrivera pas. Ce que je dis là, prenez ça, jetez. Moi, j'ai dit pour moi. La Côte d'Ivoire a suffisamment pleuré. Et le temps de la réunification véritable est arrivé. L'heure de la rétribution et l'heure de la réunification. La terre et ses enfants. La terre qui a porté ses enfants parce que le cordon de Soro, de Tidjane, de Gbagbo, tout a été jeté en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire veut se réunir avec ses enfants. Et Ouattara ne pourra rien faire pour arrêter. La machine est en marche. Le compteur tourne. Ouattara, c'est ton problème. Il faut écouter, c'est ton problème. Il faut rejeter, c'est ton problème. La machine de Dieu a déjà commencé et la Côte d'Ivoire va se retrouver avec ses enfants. Mikasa Soukassa. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment.